Vous ne vous lassez plus d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare? En plus de ce podcast gratuit, découvrez désormais les contenus exclusifs proposés par la chaîne Pierre Bellemare Plus, disponible sur Apple Podcasts. Un abonnement premium qui vous donne accès à des épisodes bonus et à une variété de séries spéciales sur des enquêtes criminelles à suspense. Préparez-vous à frissonner avec Pierre Bellemare Plus, la chaîne qui vous immerge dans un univers de true crime incarné par votre conteur favori. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je suis sûr que vous n'êtes pas très nombreux, chers amis, à connaître la Selle Saint-Avant. C'est une petite bourgade tranquille de l'Indre-et-Loire. Pourtant, cette tranquillité fut bouleversée par un sinistre événement, un événement qui est tout proche de nous puisque les faits que je vais relater n'ont pas 20 ans. Le procès se tint en 1959. Aujourd'hui encore, les habitants de la Selle Saint-Avant, dans l'Indre-et-Loire, ont quelquefois un curieux regard lorsqu'autour de la table familiale, le père tranche le pain encore chaud et en distribue de larges tranches à la famille. Oui, à la Selle Saint-Avant, on se souvient encore qu'il n'y a pas 20 ans, il s'en fallut de peu pour que le crime parfait fût commis. Un crime qui pourrait encore être ignoré si l'assassin avait été un tout petit peu plus intelligent. Et pourtant, il n'était pas sot dans la vie courante. Mais il faut croire que le crime transforme celui qu'il commet, puisque là encore, nous allons voir un homme faire exactement tout ce qu'il faut pour que son forfait soit découvert. Nous sommes le 23 octobre 1957. Une camionnette s'arrête devant la gendarmerie de la Haye-des-Cartes. En descend un homme courteau, un homme de 35 ans au teint rouge. On connaît bien cette silhouette dans les environs. Cet homme, éternellement engoncé dans sa veste de cuir sous laquelle il porte toujours un chandail et une chemise sans cravate. C'est Pierre Duport, le boulanger de la Selle Saint-Avant. Il claque la portière, regarde autour de lui, puis fourre ses mains dans ses poches et monte les marches pour pénétrer dans la gendarmerie. Quelques affiches au mur où des jeunes gens à pommettes aussi rouges que celles du boulanger se livrent à des activités exaltantes telles que conduire une grosse moto, une Jeep ou un char, et le texte en grosses lettres cursives, comme écrit à la plume, répète invariablement « Engagez-vous, rengagez-vous ». Un peu plus loin, face à la fenêtre, une carte détaillée de la région est punaisée sur les couches successives de peinture blanche. Devant la carte, une table de bois qui sert de bureau et des chaises un peu raides. Voilà, j'imagine, ce que découvre Pierre Duport en entrant. Sa silhouette un peu rablée danse un moment d'un pied sur l'autre, puis il se décide à appeler. « Y a quelqu'un » Il s'éclaircit la voix. « Y a quelqu'un » Un bruit de l'autre côté de la porte et un gendarme arrive sans se presser en rajustant sa veste. J'étais derrière, à raviver le poil. C'est vrai qu'il commence à ne pas faire chaud cette année, fait Duport, histoire d'engager la conversation. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Duport? C'est rapport à ma femme. Je suppose que c'est vous qu'il faut que j'avertisse dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'elle a, votre femme? C'est-à-dire que... Enfin, elle a disparu. Madame Yolande? Le gendarme est plutôt surpris. On connaît bien la boulangère ici, et quand on vous annonce une nouvelle comme celle-là, ça fait quelque chose. Elle a disparu, Madame Yolande? Enfin, disparu, je voulais dire, elle est partie, quoi, elle m'a quitté. Allons, vous êtes sûr? Elle est peut-être seulement, je ne sais pas, moi, partie faire une course, ou bien livrée. Elle va probablement rentrer ce soir. Bon, ça m'étonnerait. Ça fait 3 jours qu'elle est partie. Ah bon? Dans ce cas-là... Enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes disputé? Non. Non, pas vraiment.
On a eu une discussion, comme souvent, vous savez, ça allait pas très fort chez nous. Oui, oui, je sais. En effet, le gendarme, dont c'est le métier de tout savoir sur la vie du pays et de connaître un peu les petits secrets des uns et des autres, le gendarme sait. Oh, et puis en ce qui concerne le ménage du boulanger, ça n'est même plus un secret. Il est de notoriété publique que, entre Pierre et Yolande Duport, les rapports sont tendus depuis un certain temps et que ça devait bien finir par craquer un jour. Mais enfin, on pensait qu'il divorcerait, comme Pierre avait déjà divorcé la première fois. Il faut croire que cette fois-ci, les choses sont allées un peu plus vite. Oui, je sais, poursuit le gendarme. Mais alors, si vous ne vous êtes pas disputé, elle vous a dit comme cela qu'elle partait pour de bon? Oh non, même pas. Elle est partie en douce. On s'est couché tôt, comme d'habitude, et puis je me suis réveillé à 5 heures du matin pour la boutique. Je me suis dit, tiens, Yolande est déjà levée. Alors, ça m'étonnait qu'elle ne soit plus dans le lit, parce que c'est toujours moi qui me lève le premier. Et puis, je l'ai appelée, je l'ai cherchée dans la maison. Elle avait bel et bien foutu le camp pendant que je dormais. Ah ben, dites donc. Alors, elle vous a laissé comme ça, avec les gosses. Mais elle vous a écrit un mot, au moins. Pensez donc, rien du tout. Oh, je me doute. Elle est partie avec un homme. D'ailleurs, c'est un que je connais bien. Le gendarme hoche le képi d'un air compréhensif. Ça n'est jamais bien drôle, ces histoires de fugue extra-conjugale, d'autant que, en plus de la solitude, le mari abandonné doit supporter les coups d'œil en dessous et les sourires pas toujours très tendres des gens du village. Je suis désolé pour vous, monsieur Duport. Mais je pense que maintenant, le mieux à faire, c'est que je prenne par écrit votre déclaration. Et le gendarme va prendre dans un coin la machine à écrire hors d'âge, l'installe sur le bureau, tire une chaise et avec 2 doigts, il s'attelle au pinceau. Nous, gendarmes intel, revêtus de notre uniforme, etc., etc. À la fin, il tend le formulaire au boulanger qui le relit soigneusement, puis signe en rappelant la date 23 octobre 1957. Eh bien voilà, nous allons faire quelques recherches discrètes. Je vous remercie. Si vous retrouvez Yolande, dites-lui que je lui pardonne et qu'elle peut revenir à la maison. Et le mari trompé quitte la gendarmerie. Il s'arrête près de sa voiture. Tiens, remarque-t-il pour lui-même, j'ai raflé la peinture ce matin en allant à la porcherie. Le gendarme, lui, est perplexe. Cette visite du boulanger Pierre Duport l'a troublé, bien qu'il n'en ait rien laissé paraître au cours du dialogue. En effet, Duport est un personnage connu dans la région et il n'est pas spécialement connu comme quelqu'un qui fréquente les gendarmeries. Il y a même eu 2 ou 3 histoires dans le village, des histoires avec des jeunesses, où il s'en est fallu de peu que les gendarmes n'interviennent, mais contre lui. Alors, lorsque ses collègues rentrent de leur tournée avec le brigadier, le gendarme fait lire à celui-ci son rapport, et tous ces messieurs s'interrogent. Ils s'interrogent et ils se souviennent de ce que l'on sait sur la famille Duport. Les souvenirs remontent assez loin, puisque l'on est boulanger depuis des générations dans cette famille. Le père de Pierre Duport, c'est le vieux Moïse. Aujourd'hui, il a 72 ans. Pierre lui ressemble beaucoup, et le vieux Moïse est aussi une figure connue de la Selle Saint-Avant, où il promène sa silhouette robuste avec ses grosses moustaches et sa casquette. Moïse Duport a épousé en 1922 Morissette Auvray. Elle avait 15 ans de moins que lui, et dans le village, on a dit avec réprobation quel besoin avait-il, le Moïse, d'aller chercher une demoiselle de la ville. À la vérité, elle était bien de la ville. Elle venait de Tours, où elle était institutrice. Mais Moïse est un des notables du village, et peut-être arrivera-t-il à bien équilibrer son foyer, lui qui a une bonne situation, elle qui est douce et cultivée. Seulement Moïse n'est pas facile à vivre. Lui-même, travailleur infatigable, il exige de son épouse une activité incessante. Plus le temps de rêver, plus le temps de lire. Voilà de gros sacrifices pour une ex-institutrice. De plus, Moïse exige d'être le maître chez lui. Il prend comme un défi à son autorité la manifestation de la moindre culture, de la moindre personnalité, de tout ce qui pourrait sembler pouvoir donner à sa femme la moindre supériorité. Et même, lorsqu'elle tente de protester timidement, alors la rude main de Moïse se lève et les coups pleuvent sur sa frêle épouse. C'est dans ce foyer que Pierre Duport a été élevé, un foyer qui n'est pas heureux. Et lui aussi doit pendant toutes les premières années de sa vie se plier à l'autorité du père. Il est encore tout enfant lorsque sa mère, usée par les brimades, voit sa raison chanceler
et doit être internée à l'asile psychiatrique de Tours. C'est là qu'elle va vivre pendant longtemps, et c'est là qu'elle mourra, totalement privée de sa raison. Mais Pierre, heureusement, a rencontré à l'âge de 15 ans une jeune fille du village, qui a le même âge que lui à 5 mois près. Elle s'appelle Morissette, comme la mère du garçon, et tout de suite, ils se considèrent tous deux comme fiancés. Ils se promettent solennellement de ne jamais se quitter. Ces fiançailles vont durer 5 ans, et cela se terminera effectivement par un mariage. Le 26 octobre 1942, Pierre Duport, 20 ans, épouse Morissette Hubert. Rien là que de très banal, songent les gendarmes, qui se remémorent cette histoire. À l'époque, ils n'ont pas connu Pierre Duport, mais selon les dires de tous, c'était un jeune homme dynamique, décidé à progresser dans la vie. Rien de commun avec le personnage un peu curieux qu'il est devenu par la suite. Ce personnage qui est venu faire dans la journée une déposition à la gendarmerie. Une déposition qui n'a rien de spécial, mais qui fait quand même lever un sourcil aux gendarmes. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils commencent à soupçonner quelque chose. Et peut-être ces soupçons sont-ils dus au caractère bizarre que l'on connaît maintenant au boulanger. Qu'est-ce qui a pu faire changer cet homme à ce point ? Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Qu'est-ce qui a bien pu faire changer comme cela Pierre Duport, le boulanger de la Selle Saint-Avant ? C'est vrai, quand il a épousé Morissette en 42, il avait tout pour être heureux. Pierre Duport a même eu beaucoup de chance. En 42, les jeunes gens étaient envoyés par le STO en Allemagne, sauf les boulangers. Et le père Moïse fait un tour de passe-passe. Il donne la boulangerie en gérance fictive à son fils Pierre. Pas de STO. Pierre en profite même pour monter une fabrique de pâtes alimentaires, une fabrique qui marche bien. Mais en 45, à la Libération, Pierre est appelé sous les drapeaux. Il effectue son service à Tours au train des équipages. Et c'est là que tout va changer de manière incompréhensible. Lorsqu'il revient, personne ne le reconnaît. C'est un être sec, brutal, virulent. Morissette est désespérée. Par tous les moyens, elle a essayé de renouer le contact, mais elle n'a pas retrouvé le Pierre qu'elle a connu à 15 ans, ni le gentil mari des dures années de la guerre. Pierre reproche à sa femme, avec de plus en plus d'amertume, de ne pas lui donner d'enfant. Rapidement, les scènes dégénèrent et lui aussi, comme son père, lève la main de plus en plus souvent. Et puis, la fabrique de pâtes alimentaires périclite. Forcément, quand le patron néglige son travail, il n'est jamais là. Mais alors, que fait-il pendant ce temps-là ? Il rôde. Inlassablement, il rôde autour des plus jeunes filles du village. On commence à murmurer, à le regarder avec un drôle d'air. Pourtant, en 49, c'est Morissette, sa femme, qui engage comme bonne une jeunesse de 17 ans, Yolande Malacoste. Oh, bien sûr, Yolande n'est pas une beauté, c'est une petite bonne femme mince et brune qui fait toujours son travail sans souffler un mot et qui passe totalement inaperçue pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf pour le boulanger. Car pour lui, Yolande a un attrait irrésistible. Elle a 17 ans. Oui, pour lui, Yolande est belle, et il ne tarde pas à le lui faire savoir. Et que pense-t-elle, la petite jeune fille, de l'attitude pressante du boulanger ? Bon, ce qu'elle en pense, ça n'a vraiment aucune importance. Pierre Duport est le patron, il est le maître chez lui, et on ne résiste pas à sa volonté. Yolande ne résistera pas. Un soir, il va monter jusqu'à la chambre de bonne qu'elle occupe, il ne redescendra que tard dans la nuit. Auprès de sa femme, Pierre Duport ne songe même pas à se cacher. Immédiatement, elle a su qu'il avait fait de la jeune servante sa maîtresse. Elle proteste. Alors ce sont les cris, les injures, les coups. Et puis, très vite, le boulanger annonce à sa femme qu'il a l'intention d'épouser Yolande. Pour Morissette, c'est l'effondrement. Alors elle tente de réagir, et un soir, lorsque le boulanger rentre, Yolande n'est plus là. Où est-elle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Morissette baisse les yeux. Vas-tu me répondre, oui ou non ? Où est passée Yolande ? Elle est partie. Je l'ai chassée. J'en ai assez de votre conduite. Cette fille ne remettra plus les pieds ici. Ça n'était pas à elle de partir. C'est à toi. Tu m'entends ? C'est toi qui vas partir. Je suis chez moi ici. Je suis ta femme. Tu vas partir. Ou sinon je serais t'y obligé. Oui, je t'y obligerai par n'importe quel moyen. Et en définitive, après quelques mois encore de cet enfer,
Morissette quitte le domicile conjugal et le divorce est rapidement prononcé. Alors Yolande revient, et cette fois-ci, elle entre par la grande porte, et c'est dans la chambre des maîtres qu'elle dormira. Elle est enceinte de 7 mois et elle donne bientôt le jour à une petite Maryse. 2 ans plus tard, ce sont des jumeaux qui viennent, une fille et un garçon. Le boulanger Pierre Duport a enfin ce qu'il veut. Yolande vit avec lui, elle lui a donné 3 enfants. Il va pouvoir être heureux, se calmer un peu, redevenir peut-être le gentil garçon que l'on a connu. Mais non, le changement semble irréversible. Duport est de plus en plus irritable, de moins en moins assidu au travail. Bientôt, il doit fermer la fabrique de pâtes alimentaires. Alors il se souvient des papiers que son père lui avait signés sur la boulangerie pour lui éviter de partir en Allemagne. Ça n'était qu'une couverture, une formalité. Mais Pierre Duport va trouver le vieux Moïse et il va faire valoir ses droits. Naturellement, le père n'est pas disposé à céder. Alors Pierre Duport va employer la manière forte. Il cogne sur son propre père. Finalement, le vieux signe les papiers, et voici Pierre Duport, boulanger en titre. En juillet 1954, un mariage plus que discret a lieu dans la mairie de la Selle-Saint-Avant. Pas de bénédiction, pas de repas de noces, pas de famille invitée. Pierre épouse Yolande, avec qui il vit déjà depuis 3 ans. Ce qui ne l'empêche pas, lui, de recommencer son manège autour des jeunes filles du village. Et le même scénario va se dérouler. Yolande va engager une jeune servante, Francine, qui a 15 ans. Mais malgré son jeune âge, Francine sait à quoi s'en tenir. Elle connaît la réputation du patron, et elle ne tardera pas à occuper la place principale dans la vie du bouillant boulanger. Maintenant, celui-ci ne se cache même plus, et même sa conduite scandalise carrément les environs. On voit partout Pierre Duport et sa jeune conquête. Cela dure 2 ans. Et puis, à la mi-juillet 57, Yolande, elle aussi, réagit. Et elle chasse la jeune Francine de la boulangerie, elle la chasse comme elle-même avait été chassée voici quelques années. Voilà. Voilà l'histoire du ménage tourmenté de Pierre Duport, telle qu'ont pu la reconstituer à peu près les gendarmes ce 23 octobre 1957, alors qu'ils sont réunis et contemplent, d'un air perplexe, la déposition que vient de faire dans la journée le boulanger. Bien sûr, c'est somme toute assez vraisemblable. Il déclare que sa femme l'a quitté pendant son sommeil, voilà 3 jours, sans un mot, sans une explication. Ah, quand on connaît le caractère emporté et violent du boulanger, on la comprend un peu. Même si elle ne s'entendait plus du tout avec lui, il n'aurait sûrement pas admis que ce soit elle qui prenne la décision de le laisser, surtout pour partir avec un autre homme. Cela eût porté atteinte à son prestige de seigneur et maître. Il l'aurait encore certainement roué de coups. Cependant, quelque chose ne colle pas dans l'attitude du boulanger, dans cette manière qu'il a eue de venir déposer tranquillement et d'avouer son infortune à la gendarmerie. Alors, dès le lendemain, les représentants de la loi se mettent à flâner dans les rues, à entrer au café, à parler avec les habitants sur le pas de leur porte, à prendre, comme l'on dit, la température du village. Et le village grogne sourdement. On n'est pas très bavard, mais dans les silences de ces gens qu'ils connaissent bien, les gendarmes relèvent les mêmes doutes, les mêmes soupçons qui les ont assaillis eux-mêmes. Puis les gendarmes vont rendre une visite au maire de la Selle-Saint-Avant. À lui aussi, Duport est venu faire sa confession. À lui aussi, il a raconté que sa femme Yolande était partie pendant la nuit du dimanche au lundi. Elle ne lui a pas laissé un mot. Il a même précisé qu'elle avait emporté toutes ses affaires. Alors là, cela ne va plus cadrer du tout avec l'événement suivant. Elle a emporté toutes ses affaires, a précisé Duport, quand il a raconté son histoire au maire. Et voici que les gendarmes reçoivent la visite de Micheline B. Micheline B est la jeune bonne qui a remplacé Francine, la maîtresse du boulanger. Micheline B a été engagée par la boulangère elle-même, et elle porte une grande affection à sa patronne. Or, elle s'inquiète de la disparition de celle-ci, car elle a retrouvé les chaussures de Yolande dans la maison. « Mais où étiez-vous dans la nuit de dimanche à lundi ?»« C'était mon jour de congé. Je n'étais pas à la boulangerie. Le patron m'a dit que sa femme était partie, mais quand j'ai retrouvé ses chaussures, j'ai pensé qu'il fallait vous le dire. » Oui, elle a eu raison de venir le dire. Les gendarmes vont interroger soigneusement Pierre Duport, puis ce sera le tour des policiers de la brigade mobile. Et le boulanger va s'effondrer et se livrer à une abominable confession. Quand ma femme a chassé Francine en juillet dernier, j'ai pas pu le supporter. On s'est disputé, on s'est battu, enfin, je l'ai battu.
Quand il ne voulait toujours rien savoir, au mois d'août, on a eu une autre scène. Elle est allée pleurer chez ses parents en disant que j'avais voulu l'étrangler. Et c'était vrai, Duport? Oh, c'est-à-dire que j'étais en colère, alors je l'ai serré un peu. En octobre, Yolande avait fini par se décider à partir. Mais il voulait emmener les gosses. Alors pour moi, pas question. Les enfants, je voulais les garder. Je lui ai dit que Francine s'en occuperait mieux qu'elle. Et puis dimanche, les policiers écoutent le triste récit. Le dimanche, 20 octobre, Francine est venue rendre visite à son amant. En effet, le dimanche matin, la boulangère est sur les routes de la commune où elle fait les livraisons. Francine est donc venue à la boulangerie avec sa jeune sœur Arlette, qui a 12 ans. Arlette a attendu 1 heure dans la salle à manger pendant que le boulanger et sa maîtresse s'étaient enfermés dans le fournis. Puis elles sont reparties. Yolande revenait pour le déjeuner. Aussitôt après le dessert, Pierre Duport a dit à sa femme « Je vais à la chasse ». En fait, il allait retrouver Francine dans un hôtel du village voisin. À l'heure du dîner, il revient chez lui. Yolande couche les enfants, et puis elle va elle-même se mettre au lit vers 9 heures. Son mari la rejoint. Pour la première fois depuis fort longtemps, il est tendre. Yolande, qui se doute de ce qu'avait été la journée, ne peut pas le supporter, elle résiste. Alors le boulanger devient violent, bien sûr. Une fois de plus, il saisit sa femme à la gorge et il la secoue, lui cogne la tête au bois du lit. Elle parvient à se dégager et la voici qui court à demi vêtue vers la salle à manger. Pierre la rejoint au moment où elle tente d'ouvrir la fenêtre pour appeler au secours. Il voit les ecchymoses sur le visage et le cou de sa femme. Il pense au scandale. Alors il s'approche doucement d'elle. Il la prend dans ses bras. Il la calme en lui parlant gentiment. Yolande n'en revient pas. En un instant, la brute des dernières années a fait place à nouveau à celui qu'elle a connu lorsqu'il était le patron et elle la servante, lorsqu'il lui faisait la cour avec une gentillesse pressante dans le fournis. Yolande n'en revient pas. D'ailleurs, le fournis, le voilà. Ils y sont redescendus, tendrement enlacés, comme avant, dans la bonne odeur du pain chaud. Voilà la porte du fournis refermée. Yolande tend les bras vers celui qu'elle retrouve, et puis soudain un choc sur le côté de la tête. Le poing fermé du boulanger a frappé de toutes ses forces. Maintenant, il lui serre le cou. Elle est par terre. Il continue à serrer un genou sur la poitrine de Yolande, qui ne se débat même plus. Et puis il lâche. Il lève les yeux. Le four est là. Le four encore chaud de la fournée du dimanche. Le boulanger y glisse le corps de sa femme. Il est à peine 10 heures du soir. Il remonte, boit un verre de rhum, puis il va dormir jusqu'à 3 heures du matin. Il redescend au four. Il ouvre. Le corps de Yolande est encore là, mais desséché, momifié. Alors il rajoute des fagots, attise le feu, et à 6 heures du matin, c'est fini. Il n'y a plus que des cendres. Il les recueille soigneusement, les mélange aux autres dans l'étouffoir, ce grand tonneau où l'on met les braises qui sortent du four. L'étouffoir, il le transporte dans sa camionnette 3 jours plus tard. Il va le cacher dans sa porcherie, et les 3 enfants participent sans le savoir à ce funèbre transport. Ensuite, Pierre Duport les ramène à la maison, et il va faire sa déposition à la gendarmerie. Voilà ce que le boulanger confesse aux policiers. Et 1 semaine plus tard, c'est un cercueil affreusement court et léger que l'on transportera au cimetière. Il ne reste plus grand-chose de la femme du boulanger. Aux assises d'Indre-et-Loire, Pierre Duport sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1.
Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.